Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous, recevoir Afrique Média dans le cadre de cette émission spéciale depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, au cœur des assises du CEDETOLAR 2022. CEDETOLAR qui se déroule sur cette thématique pour une nouvelle pensée africaine. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons sur ce plateau une très grande figure de la Renaissance africaine. Alors, professeur Kalala Omotunde, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Totalement. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager justement à la fois sur cette Afrique qui est en plein mouvement et aussi bâtir les perspectives d'avenir. Parce que c'est important, surtout c'est le moment de le faire. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes également fondateur de l'Institut Anijat. C'est en Guadeloupe, ça? C'est en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a une émanation au Canada, avec l'Institut Sankofa, en Guyane, avec l'Institut Tarana, en Martinique, avec l'Institut IPAM, et en Haïti aussi, parce que c'est important. Le but du jeu, c'est d'enseigner les humanités classiques africaines. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit un livre sur les législateurs de l'Antiquité, et je me suis posé une question. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munitions de la connaissance. Voyez-vous? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça pour ça? Parce que on vous dit, par exemple, qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi, quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. La deuxième chose, vous savez, on parle d'art sacré. Vous avez dans une confrérie initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Mais vous voyez que s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle? À la fois la dimension théosophique parce qu'elle est importante, la capacité d'unir les hommes autour du même idéal de valeur, mais de nous projeter dans la technologie la plus avancée. Professeur, peut-être avant de poser ces questions extrêmement importantes, nous voulons bien savoir qu'est-ce qui s'est passé d'après vos recherches aussi pour que l'Afrique se retrouve au niveau où elle est aujourd'hui, en train de courir après les autres. Oui, totalement. Vous après savez, tout ce que vous avez dit, oui, c'est-à-dire que c'est la mère des connaissances. Totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal.
Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique, puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force, il faut l'asseoir par une domination du cerveau. Et pour ça, est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités endogènes aussi? Alors, là-dessus, le problème de fond, je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté, même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, canons mitraillettes, il faut admettre que, premièrement, je n'ai pas vu de souverain dire « on ne va pas au combat ». Tout le monde a été au combat, même les femmes du Dahomey, vous avez vu, les Amazones, comment elles ont été au combat. Et pourtant, même en Afrique du Sud, il y a les Zoulous, face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique.